Mesdames et messieurs, je vous l'avais promis, aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo dans laquelle je vous dévoile mes secrets de tournage. Comment je fais pour faire mes vidéos, que ce soit avant le tournage, pendant le tournage, après, donc tout ce qui s'apparente à la post-production. Je ne vous apprends rien en vous disant que ça fait des années que je suis passionné par l'audiovisuel. Et il y a quelqu'un qui doit... J'ai dormi avec quelqu'un, j'ai couché avec quelqu'un. Et j'en apprends tous les jours sur ce domaine-là, c'est quelque chose qui me passionne et dans lequel j'ai envie de travailler pour la fin de mes jours. Rassurez-vous, même si la thématique vous intéresse pas forcément, vous pouvez rester sur cette vidéo, puisqu'on va quand même rester sur quelque chose d'assez léger. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que je fais pour faire mes vidéos. Je suis loin d'être professionnel, il n'y a pas une méthode pour faire ce que je fais. Ceci étant dit, je vous invite à passer à la vidéo, et aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment je fais mes vidéos. Si on séquence un petit peu comment est-ce que je fais mes vidéos, on peut grossièrement séparer trois grosses phases. La phase de post-prod, qui du coup va être toute la partie dans laquelle je vais préparer le tournage que je vais faire. Et pour cette vidéo, on va prendre pour exemple une vidéo classique, facecam, comme je peux faire actuellement. Pour des vidéos comme je viens de le dire en facecam, il n'y a pas beaucoup d'étapes compliquées dans la post-production. J'ai une liste sur mon téléphone avec toutes les idées de vidéos que j'ai et dès que j'en ai une, je la rajoute sur la liste. Excusez-moi, j'étais allé boire. Ça peut arriver, comme aujourd'hui, que j'ai besoin d'écrire un texte pour la vidéo. Alors j'écris jamais un texte entier, mot par mot, pour ce que je vais dire parce que je trouve pas ça du tout naturel. Donc ce que je me fais, c'est un bullet point. Sur mon écran actuellement, là j'ai écrit tous les thèmes et les sous-thèmes que je dois aborder et j'improvise autour de ça. Maintenant, la phase de pré-tournage qui va en soi peut-être dans la pré-prod à voir, qui consiste du coup à la préparation du tournage. Le plus souvent, tout mon matériel reste sur place, donc caméra, micro, trépied, lumière, tout reste en face de moi, donc j'ai pas souvent besoin de le bouger. Donc mon setup caméra, c'est un trépied, une caméra, un micro et deux micros en fait. Alors en général 3, waouh! Combien de fois j'ai pas pu sortir une vidéo parce que le son de mon micro avait mal été enregistré, mal été encodé et j'ai pas pu sortir la vidéo parce que j'avais juste pas de son. Ce qui fait que j'ai toujours 2 voire 3 backups si jamais mon micro principal lâche. Donc mon micro principal qui est le Rode PodMic qui est juste là. En backup, comme je viens de le dire, j'ai un micro cravate et un micro canon qui est sur la caméra. Pour des tournages, je suis à plusieurs, j'utilise d'office les micros HF, mais j'utilise aussi le PodMic et mon téléphone sur la table au cas où, parce que c'est des vidéos qui sont toujours trop marrantes et je veux surtout pas rater le son de ces vidéos. J'allume les lumières en face de moi du décor et une étape que je fais depuis assez peu de temps et qui en vrai est un peu inutile dans mon cas, c'est préparer le clap. Alors là, dans mon cas, faire ça suffit. Mais je trouve ça stylé et en plus de ça il est dans le décor à chaque fois donc vous pouvez avoir les infos de quand ça a été tourné. Mais pour le coup là où c'est sympa c'est que vu que tous mes rushs sont dans des dossiers, directement en regardant au début du rush je sais quel rush c'est pour la vidéo parce que je peux pas enregistrer en continu avec ma caméra. Et oui là pour le coup truc vachement sympa c'est par rapport au micro, je sais quel micro est le principal, quel micro est en HF et si c'est le cas qui est équipé d'un HF. Donc là eh ben, y a une erreur. Voilà. Vient maintenant l'étape de la préparation de la caméra, donc je m'occupe de faire le focus, l'éclairage. Aujourd'hui vous avez vu, j'essaie de montrer un petit peu plus de ce que vous voyez dans le cadre habituellement. Je lance le rec son de l'image, le rec de l'écran s'il faut. Et une étape super importante et que si vous voulez faire des vidéos sur internet, il est obligatoire de faire, je fais bien évidemment, comme tout le monde, un salto. Ça permet de rebooster l'énergie et d'avoir plein d'idées pour faire des vannes d'ailleurs. Vous avez vu, c'est excellent. Je backup toujours mes rushs. Alors je les garde en général sur la carte SD de la caméra parce que je n'ai pas 12 000 jusqu'à la fin du montage. Mais sinon je les balance sur un SSD qui est juste là que vous ne voyez pas. Et je trie tout par dossier et comme ça je garde les rushs jusqu'à la publication de la vidéo en fait. On sait jamais, si j'ai besoin de partager le fichier, je peux. Si j'ai une erreur ou quoi, je l'ai en double donc je peux le réutiliser et je suis sûr de ne pas le perdre. Je suis parano, je vous ai dit, si j'ai 4 micros qui enregistrent en même temps, c'est pas pour rien. Et une étape que j'aime beaucoup, le montage. Alors comme beaucoup, je travaille sur Premiere Pro, qui est d'une polyvalence excellente. En réalité non, très mauvais exemple. Et là par contre, ça c'est... Faites-le, juste là, c'est pas c'est moi qui le fais, c'est pas obligatoire. Travaillez avec des séquences, et c'est énorme. Les séquences, ça va correspondre à des étapes ou des bouts de vidéo. Faut que je fasse un schéma. Merde, comment faire? Imaginez que vous avez 2 éléments, un rush et un texte. Vous n'avez pas envie de vous casser la tête, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire votre montage comme vous voulez, mettre votre texte par-dessus votre rush, et vous allez imbriquer les 2 éléments. Ce qui fait qu'en gros, vous allez créer une séquence qui va mixer le rush et le texte par-dessus, et en gros, vous allez avoir un petit élément comme ça, et pas plein de trucs autour. Ça permet aussi de simplifier et de fluidifier le montage. Mais donc ça, c'est l'exemple des imbrications qui sont en soi des séquences, mais c'est pas ça dont je vais vous parler. Dans ce cas précis, les séquences, ça va correspondre aux étapes de
de la vidéo. À une époque très lointaine où je faisais encore mes montages sur Filmora, il m'est arrivé un nombre incalculable de fois de penser que j'avais un rush qui était à un endroit et je fais mon montage et en fait bah non, juste je l'ai perdu, je l'ai supprimé ou quoi, je peux plus récupérer le rush que j'avais fait avec les modifications de couleurs, de zoom, d'effets, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut être solutionné avec des séquences. Faut savoir que le tournage d'une vidéo, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, parfois même plus. Pour vous donner une idée, la dernière vidéo sur les pattes que vous avez vue, j'ai tourné en 1 heure. Et la vidéo sur les dessins avec Ilan, on a mis 5 heures à la finir. Vous vous en doutez, on peut pas garder 5 heures à balancer sur YouTube parce que c'est pas intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jarter tous les passages inintéressants où on se répète, où il se passe rien, pour garder que les passages intéressants. On va extraire, on va garder finalement la fleur de sel de l'enregistrement. Pour vous donner l'idée avec Amixem, il avait mis en ligne des rushs pour recruter un monteur et je les avais pris pour m'entraîner à monter. Le dérush de base dure 5 minutes 31. On en vient finalement à une vidéo qui fait 4 minutes 24. Et ça, c'est un truc qui est super intéressant, ça concerne le rythme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, le rythme il dépend uniquement de moi parce que ce que je dis est fait dans un ordre chronologique. Mais dans une vidéo facecam, genre je prends par exemple la FAQ, il y a plein de petits moments que j'ai dû mettre avant d'autres, réagencer d'autres trucs. Les dessins qu'on a fait avec Ilan pour la vidéo sur Reddit, sur Meagle, pardon, il n'y en a aucun qui est dans l'ordre. Et ça, c'est un truc qui est vachement psychologique et que je kiffe pas mal, c'est de se dire, ok, quelle partie vaut mieux qu'il soit à cet endroit-là pour que la vidéo soit assez dynamique, pour que ce soit intéressant. Et une fois le dérush fait, ça c'est une partie qui est en vrai la moins intéressante et c'est pour ça que je la mixe avec une autre partie, ça va être la séquence des zooms. Alors ça, vous pouvez pas passer à côté. Sur toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube actuellement, il y a tout le temps des zooms, des recadrages, des effets, etc. C'est assez rébarbatif comme étape et ça peut très vite devenir la partie qui devient la plus longue. Et c'est là que se déploie toute la force d'un montage. C'est qu'une séquence, on peut la transformer en une séquence complètement différente, avec des effets différents, avec de la musique différente, avec une colorimétrie différente. Là, vous voyez, je suis dans un espace qui est relativement coloré, avec une profondeur de champ qui est intéressante, qui est d'ailleurs peut-être un peu trop intéressante. Voilà, on est mieux comme ça. Si maintenant je change la colo, je change la musique, bah, ça devient plus du tout la même chose. Et on peut faire passer un propos joyeux pour un truc qui est triste en fait. Ce qui fait que dans la partie des zooms, j'en profite pour glisser quelques petites musiques qui vont donner l'intention de tel ou tel moment pour que après, quand je mets les musiques définitives, eh ben, je puisse voir si ça va ou si ça va pas et puis ça me fait un peu moins de taf pour après. Vient une séquence, alors très mauvais exemple dans celle-là parce que j'ai mixé deux trucs qui vont pas du tout ensemble. Mais on va prendre par exemple ce que j'aurais dû faire, à savoir faire une séquence pour les VFX. Les VFX, qu'est-ce que c'est? Bon, c'était un bien grand mot pour quelque chose qui, dans mon cas, n'est pas si conséquent. Ça va être les effets visuels, donc en l'occurrence, la colorimétrie, s'il y a besoin, incrustation, des jingles, ça rentre aussi là-dedans. Tout ce qui est effet visuel qui se voit, ça va être dans cette séquence-là. Et c'est une séquence qui va être juste avant une autre séquence qui est celle des SFX, donc les bruitages. Et en général, dans la séquence des bruitages, je rajoute aussi les musiques. Le plus important, c'est juste que chaque séquence et une action qui y est titrée. Et c'est ça qui permet de s'y retrouver après. La séquence du son, pour moi, c'est une séquence qui est super importante parce que j'accorde une grande importance à la musique que je mets dans les vidéos. Depuis quelques temps, j'essaie de trouver des musiques qui sont toujours un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre comme musique de fond sur YouTube, même si je garde énormément de musiques qui sont énormément utilisées sur YouTube parce que c'est cool, mais des musiques qui ont un petit peu plus de présence, ça fait toujours du bien et je trouve que ça apporte un petit peu un vent de fraîcheur dans les montages plutôt que toujours utiliser des musiques de Arthur Benson. Tout ça, c'est des musiques que je trouve sur Epidemic Sound et Artlist, qui sont pour moi les deux meilleurs sites sur lesquels trouver de la musique pour vos vidéos. Vous faites probablement pas attention, mais il y a des musiques genre celle-là, que vous entendez dans plein de vidéos. Et c'est normal parce qu'elles viennent toutes de Epidemic Sound, et depuis peu ça commence à péter un peu sur Artlist. Et après avoir vérifié 12 000 fois la vidéo afin de vérifier qu'il n'y a pas de petits problèmes, c'est faux, je vérifie pas assez souvent et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des erreurs de montage, genre insérer le texte à des endroits où j'ai juste pas fait attention. J'envoie la vidéo à Dany qui vérifie toutes les vidéos que vous voyez. Toutes les vidéos que vous voyez, à part celle de cet été, ont été vérifiées par Dany. Si jamais il y a un problème de son, de lecture, de montage, de musique, de quoi que ce soit, il va me le dire et je vais pouvoir modifier avant la sortie de la vidéo. Parfois c'est un peu short et j'ai pas le temps de faire les modifs et c'est pour ça que même quand il vérifie, il y a toujours des petits problèmes. Il faut que j'aille pisser. Ça n'a rien à voir, je suis désolé, mais il faut que j'aille pisser. Vient la miniature. Alors, je ne maîtrise absolument pas les outils tels Photoshop, etc. À l'ancienne, je faisais mes miniatures sur Paint, ce qui fait que je fais mes miniatures sur Premiere Pro. Ça va, je trouve que j'ai un résultat qui est pas trop mal et je publie. Bon, ça y est, on a terminé cette vidéo. Je suis trop content de l'avoir fait. Je pense que ça aura pu aider certaines personnes. Oui, je vous ai pas dit. Vous êtes probablement demandé ce que c'était que ces bandes jaunes et bleues.
c'est du vert. Sur mon trépied, c'est juste pour savoir où est ma caméra, parce qu'elle est derrière l'éclairage pour pouvoir avoir l'angle que je veux, et ce qui fait que je vois pas l'objectif. Donc c'est juste pour savoir où regarder. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura pu vous aider à comprendre un petit peu comment est-ce que je fais mes vidéos et peut-être à vous aider vous à les faire. Ça faisait pas mal de temps que je voulais aborder la thématique des vidéos parce que c'est pas quelque chose qui est mis en avant sur YouTube. Si vous voulez des tutos qui concernent le montage, allez voir l'excellente chaîne de New School Studio ou Premiere Basics. Enfin bref, je vous retrouve mardi prochain comme d'habitude à 18 h pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à tout de suite et non, à la semaine prochaine. Putain, j'avais un truc à dire. Salut à tous, ciao!